L'arbre de nos pères, toujours est en terre, l'arbre d'amour reverdira toujours. L'arbre de nos pères, toujours est en... Bonjour à tous et à toutes, et puis que la journée vous soit douce, tendre et heureuse, voilà. Alors, on va aujourd'hui évoquer un thème aussi très central dans la tradition celto-druidique, c'est le rapport au monde végétal, mais plus particulièrement à la forêt, à l'arbre, au bois, voilà. Ce sont des éléments qui sont très importants dans la pensée celto-druidique et très présents, à la fois dans la mythologie, mais aussi au sein de différents récits, voilà, qui relatent sous différentes formes le rapport de l'homme, de sa communauté, avec ces éléments végétaux. Alors, on ne sera pas exhaustif parce que c'est un thème très conséquent. Déjà, l'arbre en tant que tel, dans le dictionnaire des symboles, à lui tout seul sollicite plusieurs pages de descriptifs, bien plus d'ailleurs que tous les autres symboles évoqués. Et donc, dans la pensée celto-druidique, il y a aussi cette prépondérance de la présence du monde forestier, arbustif en général, et qu'on retrouve y compris dans le panthéon celtique, puisque par exemple, en ce qui concerne le Dagodevos, le Dagda irlandais, le Dieu bon, tel qu'on le précise, il a pour attribut une massue assez particulière d'ailleurs, qui est en chêne. Et puis on a aussi l'Hug a une lance qui est faite en frêne et qui ne manque jamais sa cible, etc. La harpe du Dagda est aussi une harpe en chêne. Enfin, on voit que le bois est particulièrement présent dans ses attributs divins. On pourra aussi évoquer le fait que on a dans des récits importants, comme notamment ce qu'on appelle le Cad Godeux, le combat des arbrisseaux, on a là la mise, disons, symbolique, analogique peut-être, mais peut-être mythique aussi, d'un combat où les arbres, les arbustes, même les plantes, sont invités à apporter leur concours dans le combat qui est en train de se mener. Et je crois qu'on arrive à avoir une vingtaine ou oui, un peu plus d'une vingtaine en tout cas de plantes ou d'arbres qui sont cités dans cette bataille des arbrisseaux. C'est aussi l'idée d'une forêt en marche, qu'on va retrouver chez Tolkien, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire Tolkien, mais qu'on retrouve chez Macbeth, dans Macbeth, de Shakespeare, où il y a l'idée aussi d'une forêt qui se met en marche pour aller apporter un concours ou s'opposer à certaines choses, quoi. Donc, l'arbre a une perception qui fait de lui quelque chose de très vivant, de très présent. On retrouvera aussi l'emploi de l'arbre à travers ce qu'on appelle les oghams, qui sont l'invention même du dieu Ogmios, entre autres, l'irlandais Ogmios, et qui sont un signaire qui, pour une grande part, est en lien avec un arbre ou une essence forestière. Peut-être pas la totalité, mais une grande partie de ces signaires est en tout cas illustrée par des encoches, et ces encoches se rapportent à disons, à une essence particulière dans ce cadre, voilà. Et qui servait, cet ogham, à la fois, qui était à la fois gravé sur des pierres, sur les arêtes de pierre, là où on enterrait quelqu'un, et où on mettait à travers cette gravure, on faisait un rappel
de la personne qui était enterrée là, un tel, fils de un tel, etc., en demandant sur lui la protection incréée, la protection bienveillante et bienfaisante. Hein. Mais c'était aussi utilisé en divination, en disant que on tirait les bois, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on gravait sur des supports, bien souvent des petites tablettes en if, par exemple, qui est aussi lié au domaine de l'immortalité, etc. On gravait ces signes et on jetait tous ces signes dans un seau, en quelque sorte, et on faisait tourner tout cela, et une main innocente, censée être innocente, prélevait 3 de ces signaires, là, et l'officiant, le druide ou le vat en faisait aussi une interprétation, voilà, qui donnait quelques indications pour répondre à la question qu'on avait préalablement posée, etc., etc., quoi. Donc on voit encore que le bois est éminemment présent. Il servait aussi à un jeu d'échecs un peu particulier, mais enfin assez proche quand même de cette notion, et qui était utilisé aussi dans le domaine royal, et où aussi un illustre héros comme Cocoline, enfin Cuchulainn, était amené à jouer de cette partie et à vaincre d'ailleurs son partenaire pour pouvoir être reconnu et accéder à certaines choses. Voilà. Donc le bois est vraiment éminemment présent dans la société celtique. Comme le dit un très beau texte de Gilles Servat, il accompagne du berceau à la tombe, hein, le bois, entre guillemets. Et la forêt dans son ensemble, l'arbre en tant que tel et la forêt dans son ensemble ont une dimension éminemment sacrée dans le domaine celtique. Les sanctuaires tels qu'on les connaît sont souvent au cœur de la forêt, dans une clairière, etc. Mais quand ils sont au pourtour ou hors la forêt, eh ben on plante des haies. Il faut que l'arbre soit présent dans tout sanctuaire, absolument. De même qu'il nous est dit aussi que lors des rituels, les druides ne feraient aucun sacrifice, ne participeraient à aucun geste ou rite sacré sans la présence d'une branche d'arbre, par exemple, de chêne de préférence d'ailleurs. Hein. Et puis on a l'imagerie de la cueillette du gui au solstice d'hiver, mais qui est simplement un des éléments du rite qui est plus en lien avec une intronisation royale, l'accès à une souveraineté, etc., etc. C'est une partie du rite, mais une partie importante, à travers le gui, qui est un élément qui, en fait, n'a pas racine au sol, hein, mais peut-être racine au ciel, puisqu'il est amené par quelques oiseaux très spécifiques d'ailleurs, sur les branches des arbres qui sont en capacité de le recevoir, et qui suppose que les corps sont suffisamment tendres pour que le germe du gui puisse pénétrer. C'est pour ça que trouver du gui de chêne, c'est une gageure. Je n'ai en 45 ans jamais vu un seul, et je ne connais personne qui en ait réellement trouvé, personnellement. Hein. Voilà. En tout cas, bon, vous voyez encore que là, il est présent cet arbre à la fois aussi dans les feux rituels qui accompagnent pas tous les rituels, mais nombre d'entre eux, et plus spécifiquement le Tantad au mois de juin, au solstice d'été, où nous avons un feu qui est savamment monté et qui devrait aussi comporter 7 essences sacrées, mais aussi 7 portes disposées d'une certaine façon pour permettre à ce feu de respirer et d'élever au ciel les vœux et souhaits de la communauté. Hein. Tout ça, c'est très beau d'ailleurs et magnifique à tout point de vue. Mais on voit encore comme quoi le bois, il a aussi le feu, le bois est un support et un intermédiaire entre nous et le ciel et nous, etc. Donc, ce sont beaucoup de symboles hein, qui se cumulent autour de tout cela. Et puis le bois, en tant que tel, ce bois sacré, va être aussi l'objet de la vindicte de César et de ses armées. Et on raconte que dans le sud de la France, je crois, dans une certaine forêt, eh ben il y avait là
ce que les Romains appelleront plus tard des simulacra, donc des images, des idoles, etc., très grossières, et dans un milieu pas très sympathique, marais, etc. Et donc, les Romains n'osent pas rentrer dans ce milieu-là parce qu'il fait peur. Tu vois, il y a une ambiance, il y a des odeurs, c'est sombre, etc. Donc, voilà. Et il y a un arbre sacré, ailleurs, et cet arbre, les Romains n'osent pas l'abattre comme il est demandé de le faire. Hein. Et c'est, paraît-il, César qui prendra une hache et qui donnera les premiers coups pour abattre cet arbre. Ce qui vaudra d'ailleurs aussi pour Hermansul en Germanie ou Yggdrasil dans les pays scandinaves. L'arbre est tellement sacré que abattre l'arbre, c'est aussi abattre le peuple. Hein, c'est aussi abattre la civilisation dont l'arbre est l'axus mundi, c'est-à-dire l'axe du monde. Et on sait qu'en Irlande, les 4 provinces plus la province centrale de Tara posséderont aussi un arbre sacré, un axe, un pilier du monde qui est censé soutenir la voûte du ciel et en même temps qui est ce lien d'intercommunication entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et souterrain, etc. Donc on voit encore une fois tous les symboles extraordinaires que nous avons là rassemblés dans la pensée, les mythes et les récits celtodoudiques. Donc on a aussi le récit de cette légion romaine qui aurait été détruite totalement, dans le sud de la France aussi, je crois, parce que les Gaulois, connaissant le parcours de cette légion et ses déplacements, sur le parcours auraient scié en partie les premiers arbres qui bordent ce parcours, ce chemin, et quand la légion s'est engagée dans cette forêt, eh ben, ils ont rabattu les arbres les plus loin sur ceux qui étaient en dessous, ce qui fait que la légion a été écrasée par tout, et dramatiquement, voilà, détruite par ce stratagème. Hein. Donc vraiment, on voit que partout, l'arbre, le bois est présent et abondamment présent. C'est dans un arbre que les hommes primordiaux, comme Fintan, par exemple, ou Tuan McGrill, un autre exemple encore, ces hommes primordiaux, dont l'un a assisté au déluge, et l'autre aux différentes conquêtes de l'Irlande par différents peuples, et ils ont pour cela trouvé refuge aussi dans un arbre, dans le creux d'un arbre. Hein. Donc, on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples où l'arbre est éminemment présent, constamment présent dans l'ensemble de la connaissance qu'on peut avoir de ce monde celtique. Voilà. Donc, forêt sacrée, arbre aussi participant à la fois au rite et en même temps permettant une communication entre les mondes, étant aussi l'apanage des dieux sur certains éléments, dans certains instruments. Donc on pourrait citer énormément d'exemples qui donnent une idée du rapport profond et intime de la civilisation celtique avec le bois, la forêt et l'arbre. Et aujourd'hui encore, on a dans ce rapport, dans cette relation, toute la bienfaisance et la bienveillance que le monde végétal peut nous procurer. C'est pour ça que souvent nous ritualisons en forêt ou en clairière. D'ailleurs, clairière, c'est le nom qu'on peut donner aussi à une communauté druidique, comme par hasard. Hein, voilà. Donc, on voit combien cet arbre nous est au jour d'aujourd'hui aussi, sa forêt aussi, on ne peut plus indispensable, parce que c'est une façon de nous ressoucher, on va dire, avec le vivant, c'est-à-dire l'homme comme nous sommes, et qui est aussi dans la terminologie, l'étymologie même du terme, issu du mot humus. Donc il y a quand même des choses assez troublantes. Et puis avec l'arbre, nous avons un tronc commun, et peut-être des radicelles aussi dans le cerveau qui pourraient ressembler à ce que l'on sait des racines d'un arbre. Donc voilà, on pourrait vraiment étendre énormément ce sujet qui est passionnant,
Mais retenons surtout que nous avons ô combien besoin de fréquenter, de protéger tout autant ce monde végétal, celui des forêts, mais aussi celui des landes, celui des plantes, etc., parce que c'est aussi tout un capital, un trésor de soins qui nous sont prodigués et sous différentes formes, aussi bien d'une façon très pratique, mais aussi d'une façon psychique, et peut-être aussi pour alimenter nos rêves, nos songes et notre inspiration. Donc nous avons besoin de l'arbre, nous avons besoin de la forêt, nous avons besoin des plantes, et pour cela, ça demande notre respect, notre attention, notre protection. Voilà. D'où peut-être simplement cette idée que la pensée celto-druidique est peut-être bien née de la forêt et de l'arbre. Voilà. L'arbre de nos pères, toujours étenteur, l'arbre d'amour, reverdira toujours. L'arbre de nos pères, toujours étenteur, l'arbre d'amour, reverdira toujours. Ti la 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 li la, ti la 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 li la li la, ti la 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 li la, ta la 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 li la. L'arbre de nos pères, toujours est en terre, l'arbre d'amour reverdira toujours.